Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une histoire assez fascinante en fait. Celle que peut nous raconter un tout petit flacon de sang. Ça a l'air de rien, hein, ce petit tube. Et pourtant, il renferme une vraie mine d'informations. C'est comme une photo, un instantané de notre état de santé à un moment bien précis. Alors, ce que je propose, c'est de suivre son parcours. On va le pister du prélèvement jusqu'au labo pour voir ce qu'il a dans le ventre, si on peut dire. Bon, avant toute chose, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le sang. En fait, c'est assez simple, c'est littéralement le fleuve de la vie. C'est lui qui transporte tout, qui régule tout dans notre corps. C'est essentiel. Pour se donner une idée, un adulte, en moyenne, a à peu près 5 litres de sang qui circule en lui. Ça représente quand même environ 8% de son poids total. Imaginez un peu. Le sang, c'est à la fois le service de livraison le plus efficace qui soit, notre patrouille de sécurité immunitaire et même notre propre système de climatisation interne. Le tout en un seul liquide. Ok, donc le voyage de notre échantillon, il commence au moment de la prise de sang. Et là, attention, la précision, c'est la clé de tout. Sans ça, les résultats ne sont tout simplement pas fiables. Et là, il y a un détail super intéressant et que peu de gens connaissent. Il y a un ordre très très strict pour remplir les tubes. Pourquoi ? Eh bien, chaque couleur de bouchon correspond à un additif différent. Et si on ne respecte pas l'ordre, on risque une contamination croisée qui fausserait complètement les analyses. Donc, la rigueur, c'est vraiment capital. Une petite erreur, qui peut paraître anodine, je sais pas moi, laisser le garrot un peu trop longtemps ou oublier de retourner doucement le tube pour mélanger, eh bien ça peut complètement fausser les résultats. Allez, on arrive au labo. Là, l'échantillon subit une étape cruciale, la centrifugation. En gros, on le met dans une machine qu'il fait tourner à une vitesse folle. Le but, c'est de séparer tous ces composants en fonction de leur densité. Au début, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le sang total. C'est un liquide qui a l'air uniforme et il est dans un tube avec un anticoagulant. C'est important, ça l'empêche de former un caillot. Et après ce tour de manège à haute vitesse, magie! Le sang s'est séparé en plusieurs couches. Tout en haut, on a un liquide clair et au fond du tube, on retrouve les cellules qui sont plus lourdes et sont donc tombées. Alors, ce liquide clair, c'est le plasma. Petite subtilité, si on avait laissé le sang coaguler avant de le centrifuger, le liquide qu'on aurait obtenu s'appellerait le sérum. La grosse différence entre les deux, c'est simple. Le plasma contient encore les facteurs de coagulation, le sérum, non. Bon, la partie liquide, c'est fait. Maintenant, on va zoomer sur ce qu'il y a au fond du tube, les cellules. On va faire une sorte de recensement de la population cellulaire. Ça s'appelle la numération formule sanguine, ou NFS pour les intimes. On compte tout, on analyse tout. Et là, accrochez-vous, parce que les chiffres sont juste dingues. Dans un tout petit millimètre cube de sang, on a environ 5 millions de globules rouges. Ils écrasent complètement les plaquettes, qui sont elles-mêmes bien plus nombreuses que les globules blancs. C'est fou! Par exemple, si on voit que les globules rouges sont trop petits, on parle d'anémie microcytaire. Une des causes les plus fréquentes, c'est la carence en fer. Logique en fait, puisque le fer est essentiel pour fabriquer l'hémoglobine, la protéine qui donne sa taille et sa couleur aux globules. Ensuite, il y a l'anémie normocytaire. Là, la taille des globules est normale, mais il n'y en a juste pas assez. C'est le type d'anémie le plus courant, et ça peut être le signe de pas mal de maladies chroniques. Et puis, il y a le cas inverse, des globules rouges trop gros. Ça, c'est l'anémie macrocytaire. Ça peut venir d'une carence en certaines vitamines, comme la B12, qui est super importante pour que les cellules se divisent correctement dans la moelle osseuse. Passons aux globules blancs. Là, c'est une véritable armée, avec plein de soldats différents. Les plus nombreux, ce sont les neutrophiles, l'infanterie qui part au front contre les bactéries. Et puis on a les lymphocytes, les forces spéciales, qui organisent une défense beaucoup plus ciblée. Bref, chacun a son rôle bien précis. Ok, on a fait le tour des cellules. Revenons un peu à notre liquide, le plasma. On va y faire un autre test super important, l'ionogramme. Ça sert à vérifier l'équilibre des électrolytes. Ce sont des minéraux vitaux pour le bon fonctionnement de nos nerfs, de nos muscles, de tout en fait. L'ionogramme va mesurer des ions essentiels comme le sodium qu'on trouve surtout à l'extérieur de nos cellules et le potassium qui lui est surtout à l'intérieur. Et regardez un peu les valeurs normales, on voit bien que leurs concentrations sont très différentes. Et là, il faut être très attentif parce que même une toute petite variation de ces taux peut avoir des conséquences énormes. Ça peut aller d'une simple crampe musculaire jusqu'à des troubles cardiaques très sérieux ou même des problèmes neurologiques. Bon, on a des chiffres sur les cellules, des chiffres sur les ions, on a plein de données. Maintenant, la grande question, comment est-ce qu'on interprète tout ça ? Et là, on arrive au point le plus important, vraiment. Un chiffre qui est un peu trop haut ou
un peu trop bas, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on est malade. Non, c'est juste une donnée, un indice. Ça doit impérativement être interprété par un médecin qui va prendre en compte tout le contexte. Alors, la prochaine fois qu'on aura un compte-rendu d'analyse sous les yeux, qu'est-ce qu'on regardera en premier? Parce qu'en fait, en comprenant un peu l'histoire qui se cache derrière ces chiffres, une simple feuille de papier se transforme en une fenêtre fascinante sur les secrets de notre propre corps.